pour retracer un petit peu ce thème de la biodiversité dans l'agriculture, je vais d'abord vous replacer l'agriculture aujourd'hui dans ses enjeux nouveaux qu'elle devra affronter, en rappelant quelques éléments très importants qu'on oublie souvent dans l'agriculture. D'abord, tout le monde mange des produits de l'agriculture, mais l'agriculture fait vivre la moitié de la population active du monde aujourd'hui. Avec 1,5 milliard de producteurs agricoles, un actif sur deux dans le monde vit de l'agriculture, de près ou de loin. Et chose plus importante à noter, c'est que 75% des pauvres et des gens en situation d'insécurité alimentaire vivent aujourd'hui en milieu rural. Donc il y a ce paradoxe-là à souligner. Deuxième chose, sur l'ensemble des terres émergées du globe, l'agriculture, de près ou de loin, encore une fois, cultive 25%, un quart de ces surfaces-là, une bonne partie étant désertique, gelée, urbanisée, industrialisée, mais entre les surfaces qui sont cultivées en plantes annuelles, 1,5 milliard d'hectares, les surfaces qui sont cultivées en prairies améliorées, 1,5 milliard d'hectares, et les forêts plantées, on arrive à 3,5 milliards d'hectares, c'est-à-dire 25% des terres émergées. Troisième élément qu'on oublie souvent, c'est la seule activité humaine qui produit de la biomasse de façon totalement durable, à partir de ressources gratuites par la photosynthèse. Et enfin, depuis 12 000 ans, à partir du néolithique, c'est la biodiversité, avec des processus de domestication, qui a fourni l'essentiel des ressources de l'agriculture. Donc, si vous voulez, l'agriculture est une activité primaire au sens économique. Elle a souvent été considérée comme archaïque. Et encore maintenant, dans bien des circonstances, on considère qu'il faut sortir de l'agriculture pour commencer un développement. Et finalement, l'agenda change, l'agriculture revient au centre des agendas. Et aujourd'hui, au nord comme au sud, on reconnaît à l'agriculture des fonctions essentielles, multiples, au-delà de la production. Au nord, on lui reconnaît une importance considérable dans la santé des populations, dans la gestion territoriale. Et au sud, évidemment, on commence à se rendre compte que c'est un véritable catalyseur du développement rural et que la Banque mondiale l'a dit dans un rapport fameux en 2005, après 25 ans de mépris, d'une certaine façon, que l'agriculture était le meilleur vecteur de lutte contre la pauvreté dans les pays du Sud. Mais en fait, l'agriculture dans les pays du Sud, et on va se consacrer pour l'instant aux pays du Sud, elle doit faire face, évidemment, aux défis alimentaires que les gens connaissent bien, avec 900 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Mais l'agriculture doit faire face à d'autres défis, beaucoup d'autres défis. D'abord, on sait aujourd'hui que les agriculteurs du Sud, non seulement produisent pour nourrir, mais aussi, elles produisent pour vendre. Et donc, c'est un élément essentiel pour les agriculteurs de pouvoir vendre et pouvoir se nourrir de ce qu'ils produisent. Et donc, ce qu'ils produisent, la diversité de ce qu'ils produisent, a un impact essentiel sur la santé des populations du Sud. Au niveau animal, c'est la même chose. On a aussi une interaction très forte entre le mode d'élevage, le mode de production animale et la santé des populations avec des maladies émergentes que vous connaissez bien. Deuxième chose, comme c'est une activité éminemment durable, on se tourne vers l'agriculture aujourd'hui pour répondre aux défis énergétiques, pour produire de la biomasse durable. Et à terme, probablement, la pétrochimie va se transformer en une chimie qui va utiliser de la biomasse agricole. Ça va tendre un petit peu la compétition pour la production, mais c'est vers l'agriculture qu'on se retourne pour produire des matières carbonées aujourd'hui pour alimenter la chimie. Mais un troisième élément très important des agricultures, c'est qu'on leur demande de fournir des services. Depuis qu'on les connaît, ces services, la purification de l'eau, la purification de l'air, tous les grands services écologiques de la planète, allant depuis des services trophiques, hydrochimiques, jusqu'à la beauté des paysages ruraux, sont des services fournis par l'agriculture. Et on demande aux agriculteurs, aujourd'hui, au nord comme au sud, de maintenir ces services. Et on sait par ailleurs que les populations du sud, les populations rurales du sud, tirent non seulement leur nourriture, mais d'une façon très large, leurs moyens d'existence, des écosystèmes cultivés au naturel en milieu rural. Donc, il y a une interpénétration pour ces services écosystémiques de la nature cultivée et de la nature non cultivée. Quatrième point, quand on charge la barque de l'agriculture, c'est le changement climatique. Vous savez que l'agriculture produit 15% des gaz à effet de serre, mais l'agriculture, par son moteur photosynthétique, c'est aussi un élément essentiel de la solution du problème du changement climatique au niveau mondial, pour la mitigation, mais également au niveau de la capacité des populations rurales du Sud de s'adapter au changement climatique. C'est par l'agriculture et par les services qui découlent de la production agricole que les populations rurales vont réussir probablement à s'adapter aux changements liés au changement climatique. Et enfin, et je vais y revenir après,
l'agriculture est l'élément probablement essentiel pour répondre à la question de l'emploi en Afrique subsaharienne. Question, vous allez voir, les chiffres sont assez effrayants. Mais en tout cas, on demande de plus en plus à l'agriculture, au-delà du rendement, et on se demande à un certain moment si on n'est pas en train de charger la barque à un point que l'agriculture ne sera pas capable de rendre tous ces services de façon gratuite et généreuse, puisqu'on ne sait pas les rémunérer pour la plupart. Je reviens un petit peu à la situation de l'emploi en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est un continent, c'est le dernier continent qui n'a pas encore fait sa transition démographique, et donc la croissance de la population est encore en phase ascendante. Et vous avez ici une projection d'une démographie jusqu'aux années 2050. Vous voyez deux choses. Première chose, cette inflexion démographique, cette transition démographique en Afrique se passera entre 2020 et 2050. Ça veut dire que la population continue d'augmenter très fortement avec une augmentation du ratio actif sur inactif. Deuxième chose, il y a une urbanisation qui fait que la proportion de la population rurale décroît dans cette démographie. Mais troisième chose importante, c'est que malgré tout, ça c'est la proportion de la population rurale dans les populations africaines, malgré tout, il va arriver dans les campagnes africaines, je l'ai mis ici, 330 millions de demandeurs d'emploi d'ici 2025 en cumulé, pour un continent qui n'a pas d'industrialisation croissante. Et sur ces 330 millions de jeunes qui sont déjà nés, ce n'est pas un rêve ni une projection, ces jeunes sont déjà nés. Dans les 15 prochaines années, 330 millions de jeunes qui cherchent un emploi, il y en aura 195 en milieu rural. 195 millions de personnes à qui il faut trouver un revenu, un emploi, et pour lequel l'agriculture est probablement une pièce essentielle de solution de l'équation. Alors, dans tous ces considérants-là, l'agriculture a changé et on n'analyse plus l'agriculture et ses performances comme avant. Évidemment, l'agriculture doit produire. Évidemment, on juge la production et le rendement de l'agriculture. Mais avec toutes ces transformations, on ne peut plus uniquement se contenter de dire qu'un système est performant parce qu'il rend beaucoup, parce qu'il produit beaucoup. Il faut intégrer l'ensemble des productions et des services écosystémiques, mais aussi des externalités, ça veut dire les effets négatifs de l'agriculture, et les confronter à des critères environnementaux et sociaux. Je vous donne un exemple. Critère environnemental. Si vous avez des très bons rendements, mais qu'en 15-20 ans, vous dégradez tellement l'écosystème, évidemment, vous allez à terme perdre du rendement. C'est ce qu'on observe un petit peu dans les agricultures du Nord aujourd'hui. On plafonne sur les rendements parce qu'on a dégradé les écosystèmes. Et donc, ça n'est pas durable et la performance de l'agriculture doit être considérée à ce pas de temps-là. Deuxième exemple, pour faire le lien avec la population africaine en recherche d'emploi, le critère social. Est-ce que l'agriculture de demain en Afrique va être capable de fournir des revenus et des emplois aux populations africaines? Ce critère et cette performance sociale doit être prise en compte dans la performance globale de l'agriculture. Et il faut prendre ces échelles, ces critères-là, économiques évidemment, mais aussi environnementaux et sociaux, sur des échelles d'espace et de temps suffisants pour juger de la durabilité des choses. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours quantifier les choses. Et c'est beaucoup plus facile, c'est la théorie du lampadaire bien connue, de mettre en avant des critères qui sont quantifiables à des critères qui sont moins connus et uniquement qualitatifs. Par contre, si on applique ces critères de performance aux agricultures du monde, qui sont très diverses, comme vous le savez, le palmarès de l'agriculture change. C'est évident que... là, je vais vous donner deux exemples. Un sur la production de riz au Sénégal. Agriculture en Casamance, manuelle, avec une culture de quelques hectares par famille de riz en Casamance, confrontée avec une agriculture de Camargue ou de Louisiane, où en moyenne, c'est plutôt 200 hectares par agriculteur, avec une productivité énorme du travail. Ce riz arrive hors protection de marché, sous la même forme dans le marché de Dakar, venant de Casamance et venant de Camargue ou de Louisiane. Vous avez un rendement par actif et par an de 500 kg de paddy d'un côté et de 100 tonnes de l'autre côté. Donc, au même prix, la rémunération du travail pour ce même produit, sans aucune protection, vous avez un ratio de la productivité du travail de 1 à 200. Alors on peut dire que c'est un cas particulier, extrême, mais si vous reproduisez cette analyse-là, vous vous rendez compte qu'en termes de durabilité sociale, en termes de rémunération du travail, vous ne pouvez pas faire face. Vous pouvez pas faire face. Parce qu'on se rend compte que cette agriculture-là, elle détruit énormément au niveau environnemental. Elle détruit du pétrole, elle mobilise énormément de ressources qui ne sont pas durables. Donc la performance de ces deux agricultures-là
doit être comparé en fonction de l'ensemble de ces caractéristiques-là. Donc, vous avez évidemment, là c'est deux extrêmes, une ferme de 300 000 hectares au Brésil, avec 400 moissonneuses-batteuses, une agriculture manuelle en Afrique. Ces deux extrêmes, vous avez une immense diversité d'agriculture entre les deux, mais il va falloir intégrer ces critères-là pour savoir qui, finalement, est plus durable que qui. Donc, les agricultures du monde entier sont appelées à se transformer profondément pour toutes ces raisons-là. Les agricultures du Nord, qui ont été basées sur une artificialisation très forte des systèmes et des milieux, en gros, on avait un couvert végétal élite extrêmement performant, et de l'autre côté, un support pratiquement inerte où toute compétition biologique était considérée comme un facteur limitant, donc on compensait à coups de pesticides et d'engrais. Et on arrive à des sommets de productivité, comme on l'a vu avec la Louisiane, mais on arrive aussi à une certaine impasse, certaines impasses. D'abord un plafonnement du rendement, épuisement des écosystèmes, et ensuite des impasses sur les externalités, les pollutions, les dégradations irrémédiables. Et donc, elles devront changer de modèle absolument, dans 5, 10, 20 ans, aujourd'hui. Nous, on dit aujourd'hui, mais ça va prendre du temps, elles devront changer de modèle. Les agricultures du Sud, c'est plus compliqué. En dehors d'une portion d'entre elles qui ont vécu la révolution verte et qui ont augmenté fortement leur rendement et qui ont suivi le même système d'intensification, la majorité aujourd'hui des agricultures du Sud n'ont pas commencé l'intensification. Elles sont restées biologiques, traditionnelles et manuelles. Sans doute à leur corps défendant, parce que probablement le rêve des agriculteurs du Sud, au moins des politiques agricoles du Sud, c'est de moderniser leur agriculture. Mais aujourd'hui, appelées à se transformer, elles sont appelées à trouver un autre modèle qui va éviter les externalités et les aspects négatifs de l'intensification classique qu'ont connu les agricultures du Nord. Vous avez peut-être assisté à la conférence de Michel Griffon hier. Il y a de multiples voies alternatives d'intensification. Multiples. On les appelle agroécologie, on les appelle agriculture de conservation, on les appelle agriculture biologique. L'ensemble de ces, et c'est bien qu'il y en ait beaucoup, cette diversité est plutôt bon signe. L'ensemble de ces alternatives, finalement, repose sur une réflexion simple qui a été très bien décrite dans le livre de Michel Griffon, qui est de dire, essayons d'activer les processus écologiques qui permettent d'augmenter non seulement la production de biomasse, mais aussi la production de services. Donc, envisageons les compromis, s'il faut en faire, mais amplifions les processus écologiques à l'œuvre, et donc pour optimiser la production de biens et de services. C'est ce qu'on appelle l'intensification écologique, qui finalement n'est pas une chapelle en plus, mais c'est un point commun de beaucoup de voies alternatives d'intensification. Alors cette intensification écologique est évidemment pas exclusive des technologies. Il faudra des technologies, il faudra aussi des intrants, probablement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette intensification écologique repose sur une connaissance fine du fonctionnement des écosystèmes. Donc ce seront probablement des intensifications intensives en intelligence et en connaissance. Deuxième conséquence, l'intensification écologique n'est pas un modèle prêt-à-porter, contrairement à l'intensification conventionnelle qui niait finalement toute vie, tout fonctionnement écologique en dehors du couvert végétal qu'on plantait. L'intensification écologique est un modèle contextualisé, éminemment contextualisé, qui dépend des contraintes propres du sol, du climat, des producteurs, de leurs contraintes familiales, patrimoniales, stratégiques. Et in fine, ils doivent se constituer une intensification à leur mesure. Et ce modèle qui remet les producteurs au centre des innovations est un modèle qui secoue beaucoup les producteurs, les scientifiques, les politiques, parce que c'est nouveau. Il faut encore l'inventer. Et je dirais que ce n'est pas gagné. En Afrique en particulier, dans les pays du Sud, les réseaux de compétences techniques agricoles sont difficiles à maintenir par manque de moyens. Mais enfin, et c'est l'introduction du livre que je voudrais vous présenter, c'est que l'intensification écologique, elle repose sur un levier, c'est la biodiversité. Le soleil, c'est gratuit. Le gaz carbonique, c'est gratuit. La biodiversité présente dans la parcelle, c'est gratuit. L'intelligence, il faut la former, mais d'une certaine façon mobiliser ces éléments-là pour les agriculteurs du Sud, c'est une intensification qui requiert une meilleure combinaison de ces paramètres-là, mais in fine qui ne crée pas de dépendance trop forte aux technologies, aux intrants, au capital. Et donc c'est pour ça que cette transformation de l'agriculture est importante. Alors je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas vous donner tous les exemples parce qu'il faut acheter le livre qui s'appelle « Cultiver la biodiversité pour transformer l'agriculture », qui est un ouvrage collectif, on va le voir tout à l'heure. Mais je vais vous donner quelques exemples qui sont assez frappants de ce type d'intensification. Et je reviens aux exemples qu'a donné Michel Griffon et que tous les agronomes finalement connaissent.
Premier élément, doper la production de biomasse. Il faut la doper, pourquoi? Parce que la production de biomasse est à l'origine de l'ensemble de la vie de l'écosystème, qu'il soit cultivé ou naturel autour des parcelles. Donc il faut augmenter la production de biomasse. Pour comment faire? Il y a plusieurs moyens. D'abord, utiliser au maximum le gaz carbonique illimité et le soleil. Ça veut dire ne pas laisser un sol nu. Ça veut dire utiliser au maximum les capteurs racinaires, associer des couverts végétaux qui ont des racines profondes, des couverts des végétaux qui ont des racines peu profondes, pour explorer le maximum de surface racinaire. Développer des couverts qui optimisent le captage de la lumière tout au long de la saison. Produire beaucoup de biomasse. Et cette biomasse ne sera pas forcément une biomasse récoltée, ce sera une biomasse qui va alimenter les processus écologiques dans les parcelles. Associer l'agriculture et l'élevage. Ce que nos ancêtres au XVIIIe siècle ont découvert en France et qui a transformé radicalement l'agriculture européenne, rapprocher l'agriculture de l'élevage, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans les agricultures du Nord à une séparation entre agriculture et élevage et donc à un éloignement. Pour vous donner un exemple, à Dakar, on jette des excréments des élevages industriels de poulets à la mer et on importe de l'engrais par le port de Dakar. Donc il y a vraiment un problème là terrifiant d'inintelligence collective pour utiliser cette ressource-là. Deuxième exemple, le contrôle des bioagresseurs. Se passer ou réduire les pesticides en utilisant les processus écologiques. Là, je vous invite à aller voir la technique du push-pull à côté du stand, qui montre un exemple tout à fait intégré d'usage de la biodiversité pour contrôler des prédateurs, Spodoptera sur maïs, etc. Et on a énormément d'exemples de plantes de service, par exemple, éliminer les nématodes avec des couverts végétaux sous bananiers qui éliminent les nématodes, ou des ruptures de cycle, ou des systèmes allélopathiques d'exclusion entre communautés végétales, etc. Je ne détaille pas parce que c'est un éventail énorme de techniques à notre disposition pour optimiser la biodiversité et les cycles écologiques. Je vais simplement ajouter un exemple sur un front de recherche qu'on connaît mal. Le commandant Cousteau, il y a 50 ans, a découvert qu'en plongeant dans l'océan, on découvrait une biodiversité absolument insoupçonnée. Aujourd'hui, on est face exactement à ce même front de recherche par rapport au sol. On a une biodiversité absolument insoupçonnée dans le sol, avec, on estime, 25% des espèces mondiales qui sont au sein du sol, dans le sol. On en connaît très très peu, on en connaît un epsilon. Or, ces espèces sont à l'œuvre pour les cycles fondamentaux de l'agriculture. On a nié ça, évidemment, pendant 150 ans, parce qu'on estimait pouvoir rembourser au sol ce qu'on empruntait en cultivant. Là, l'intensification écologique nous reconvoque devant la biologie du sol pour activer ces processus et optimiser les productions de biomasse et de... Je pourrais citer un autre front qui est comparable. Votre intestin, à chacun d'entre vous, comporte à peu près 2 kg de micro-organismes. 2 kg. À chaque fois qu'on prend des antibiotiques, on élimine ces micro-organismes, ou on les déséquilibre. 2 kg de micro-organismes qui vous font vivre en bonne santé. Vous avez plus de micro-organismes dans votre intestin que de cellules dans votre corps. Et aujourd'hui, on découvre l'importance de ces micro-organismes pour l'élaboration de la vie fétale, le développement et la bonne santé des populations. C'est pareil pour le sol. C'est un front de recherche qu'on n'a pas encore exploré. Je vous donne quelques chiffres qui sont très parlants. Pour la faune, depuis la microfaune jusqu'à la mésofaune, ce qu'on appelle les ingénieurs du sol, par exemple, 1 mètre carré de prairie tempérée abrite, dans ses premiers 30 cm, 260 millions d'organismes animaux, de la microfaune, plusieurs milliers d'espèces, une biomasse supérieure à une charge normale d'un bovin à l'hectare, 1,5 tonne. Autre exemple, des lombrics, vous connaissez les lombrics, ces lombrics qui utilisent la biomasse qu'on laisse au sol et qui permettent d'activer les choses. Aujourd'hui, on a 200-300 kg de lombrics, même moins dans les sols du bassin parisien, mais on peut monter à 3 tonnes. 2 tonnes, 3 tonnes de lombric aujourd'hui. Il y a des expérimentations au Québec, en milieu assez froid, qui montrent qu'on peut monter. Et le lombric travaille gratuitement pour vous. Il est seulement payé par une biomasse que vous gérez correctement sur les couverts. Autre exemple, champignons et bactéries. Michel Griffon disait, on estime aujourd'hui à 600 kg le poids d'un organisme, d'un champignon sur 1 hectare. Et vous imaginez la perturbation qu'on lui fait subir quand on laboure. Ces champignons sont très méconnus et ils sont probablement fondamentaux dans le fonctionnement du sol. Et il faut comprendre que la biodiversité végétale, avec les rhizosphères, dans certains cas, vous avez plus de matière végétale dans le sol qu'en milieu aérien. Il y a une interface extrêmement complexe, encore une fois méconnue, entre
biodiversité végétale au niveau des rhizosphères, symbiotique, microbienne, animale, fongique, etc., qui forment l'essentiel des processus à l'œuvre pour l'élaboration des rendements en biomasse et en service. J'ai quelques photos ici. Vous connaissez tous évidemment les lombrics, qu'on appelle les ingénieurs du sol, les bousiers, qui sont de petites bêtes extraordinaires qui incorporent volontairement, c'est magnifique, la matière organique des excréments et de la nécrofaune au sein des profondeurs du sol, et des exemples de turicules de lombrics, d'ifs de champignons, etc. Voilà, donc pour conclure, si vous voulez, l'introduction à ce livre qui s'appelle « Cultiver la biodiversité ». Pourquoi? Parce que cette biodiversité existe, elle est à l'œuvre, on l'a longtemps méprisée, ignorée, et aujourd'hui, on développe des connaissances qui seraient peut-être capables d'augmenter la biomasse produite, d'augmenter les services de façon quasi gratuite. On peut imaginer à terme d'élever des lombrics de façon intensive, d'élever des souches bactériennes, de les cultiver, de préserver son potentiel biotique du sol, et ça se fait déjà dans beaucoup d'endroits, je dis on pourrait imaginer, mais on pourrait imaginer d'aller au-delà de ça, à force de recherche et de conséquences. Donc on a fait au CIRAD un ouvrage collectif qui s'appelle, comme vous le voyez, Cultiver la biodiversité pour transformer l'agriculture, qui est un ouvrage que le CIRAD a voulu faire dans une série en disant tous les ans on va faire un ouvrage de référence sur un sujet qui nous tient à cœur. Donc c'est un ouvrage à 15 mains, 15 signataires, des spécialistes du CIRAD et qui croisent, si vous voulez, des regards de spécialistes sur cette question de la biodiversité cultivée. Je vais détailler un petit peu ces regards croisés pour que vous ayez envie d'acheter le livre et de le lire surtout. D'abord, vous savez que la science est très forte pour disséquer les phénomènes, les analyser en approfondissant très 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 profond le fonctionnement des choses. Donc ce livre a voulu élargir un petit peu les approches et combiner des approches très approfondies avec des approches très intégratrices. Donc on a fait travailler ensemble des agronomes, des généticiens, des pathologistes, des entomologistes et des économistes pour réfléchir à comment aborder cet enjeu de la culture de la biodiversité. D'abord, les agronomes dans un chapitre analysent l'optimisation au niveau de la parcelle et des exploitations pour enrichir la biodiversité. Alors évidemment, ils n'ont pas écrit tous les chapitres tous ensemble, mais en toile de fond, il y a une réflexion d'intégration par rapport à ce qu'on sait dans les autres sciences pour cultiver la biodiversité. Et on se rend compte que ces systèmes biodivers existent, y compris dans les agricultures du Sud, avec une connaissance traditionnelle. Il faut seulement partir de l'existant, intégrer des connaissances nouvelles sur le fonctionnement, comme le push-pull par exemple, pour améliorer et enrichir les systèmes agrobiodivers. Je signale une chose, je parle des agricultures du Sud, mais finalement les agricultures du Nord sont au même plan. Ils doivent faire un peu machine arrière. On parle de recomplexifier les systèmes, avec des contraintes. Les agronomes les citent. Quand vous plantez des noyers dans un blé dur dans le sud de la France, vous ne pourrez plus mécaniser comme avant votre blé. Mais vous aurez, tous les 15 ans, une ressource, du bois de noyer, de plusieurs milliers d'euros, qui viendra compenser votre bilan économique. Donc, ces agronomes analysent dans ce premier chapitre les contraintes et les limites de systèmes agrodivers, mais aussi leur capacité de fournir de la résilience. Le chapitre 3 a été écrit par des généticiens et des sélectionneurs qu'on a fait sortir de leur trou très profond, qui travaillent sur l'intime du vivant. Et on leur a demandé de travailler sur comment mobiliser cette énorme connaissance qu'on accumule sur le fonctionnement très fin des chromosomes, des gènes, de l'expression des gènes, etc., pour servir l'enrichissement de la biodiversité. Et Jean-Christophe Glassman était là hier, vous pourrez trouver sa conférence sur YouTube. Ils ont énormément travaillé sur savoir comment repenser l'amélioration des plantes pour simplement ne plus avoir des systèmes qui appauvrissent la biodiversité. Alors, il y a plein d'éléments, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des solutions qui sont complexes. Pourquoi? Parce qu'elles sont démultipliées à l'extrême. Ce n'est pas des solutions passe-partout. Donc on imagine des solutions de variété non finie, à finir chez le producteur, de la génération de biodiversité ou de diversité dans le matériel végétal qui soit à explorer par d'autres échelons que la recherche, ou des processus de néodomestication d'espèces qui ont été peu travaillés. Vous savez, on consomme 5000 espèces végétales, on en a domestiqué 200 et on en a amélioré une vingtaine ou une trentaine. Donc, il y a énormément de possibilités d'amélioration. Je ne parle pas de toute la biodiversité du sol qu'on n'a pas encore connue. Quatrième chapitre, pathologistes, entomologistes se sont attaqués aux interactions entre le sanctuaire agronomique qui est le couvert végétal et les autres biodiversités présentes dans la parcelle, dans le sol, bioagresseurs ou la biodiversité animale.
Et on connaît peu de choses par rapport à ces interactions. On en connaît un peu, bien sûr, contrôle biologique des agresseurs, interaction agriculture-élevage, mais il y a probablement là un gisement considérable d'amélioration du fonctionnement écologique, en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sol. 5e chapitre, les agronomes, des économistes et des sociologues et des juristes se sont penchés sur les conséquences de l'appropriation du vivant et des modèles agro-industriels qui les sous-tendent par rapport à cet enrichissement de la biodiversité. Et là, on se rend compte, si vous voulez, qu'on a beaucoup favorisé les Svalbard et les banques à moins 18 de ressources génétiques parce que c'est visible, parce que c'est facile à financer, etc., sans se rendre compte que pendant le même temps, les agriculteurs, en particulier des pays du Sud, faisaient un travail de conservation de la biodiversité in situ remarquable et complémentaire des banques génétiques. Et donc, ce chapitre explore les complémentarités entre biodiversité in situ, conservée par les agriculteurs, et biodiversité en chambre froide, et explore aussi tout le droit du vivant par rapport à ses ressources biologiques. Quels droits d'appropriation vont avoir les agriculteurs du Sud pour utiliser cette biodiversité et la cultiver? Et aujourd'hui, le statut du droit du vivant est encore entre deux chaises, en transition, entre bien public mondial, bien national mondial, bien privé par les entreprises, brevetabilité, etc. Et enfin, pour terminer, un chapitre, à mon avis, fondamental sur le fait que cette option de cultiver la biodiversité renverse complètement les schémas et les systèmes d'innovation. On a une économiste qui a exploré et qui a mis en évidence que finalement, le jeu des différents acteurs et des pouvoirs publics par rapport à cette culture de la biodiversité montre que l'agronomie de l'écologisation, contrairement à l'agronomie de l'artificialisation, exige des systèmes d'innovation complètement éclatés, complètement distribués, déconcentrés, probablement un poids moindre des technologies, mais encore un poids des technologies, et une place différente de la recherche, évidemment, dans ce schéma-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.